Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 27 novembre 2025 et notre cher ami Richard D. Wolff est avec nous. Bon retour parmi nous, Richard. Merci beaucoup, Nima. Heureux d'être ici. Veuillez vous abonner, cliquez sur le bouton j'aime et suivre Richard sur son site web democracyatwork.info ainsi que sur sa chaîne YouTube du même nom, Democracy at Work. Vous y trouverez de nombreuses vidéos où il aborde des questions économiques, principalement liées aux États-Unis et à leur économie. Richard, permettez-moi de commencer par ce qui s'est passé avec l'administration Trump et leurs propositions. Un plan en 28 points des États-Unis qui a été, d'une manière ou d'une autre, divulgué. Il semble que ce soit Keith Kellogg. Mais après cela, Richard, nous avons eu une réunion entre les États-Unis d'un côté et les Européens, avec les Ukrainiens de l'autre, pour discuter des points abordés à Genève. Marco Rubio s'y est rendu. Comment voyez-vous la situation globale avec l'Ukraine? Parce qu'il ne semble pas que les Européens et les Ukrainiens soient favorables à des concessions territoriales, à une limitation de la taille de l'armée ukrainienne ou à une adhésion à l'OTAN. Ils ne veulent inclure aucun de ces éléments dans un accord pour l'Ukraine. Ils vont même au-delà de cela. Voici Kyriakos qui parle de la manière dont ils perçoivent la situation avec la Russie. Si nous voulons empêcher cette guerre de se poursuivre, nous devrions alors réellement freiner l'armée russe et son budget militaire. Oui, ils vont encore plus loin pour contrer ce dont la Russie parle. Mais avant d'en venir à ton commentaire, voici ce qui a été publié dans Politico. L'Europe pense l'impensable, la riposte contre la Russie. Il parle de la militarisation de l'Europe, ainsi que de cyberattaques, tout cela se combinant pour contrer, pour s'opposer à la Russie. Que penses-tu, Richard, de la manière dont l'Europe reste aussi obstinée à poursuivre cette politique vouée à l'échec en Ukraine? Eh bien, je pense que le problème, c'est l'Europe. Et je veux commencer en l'abordant d'une manière qui soit bienveillante envers l'Europe, car une partie de moi éprouve de la sympathie pour elle. Voici ce que je veux dire. Depuis environ 500 ans, l'Europe est en quelque sorte le centre de la conscience mondiale. En d'autres termes, c'est là qu'ont eu lieu la Renaissance, la Réforme, la Révolution française, la grande transition du féodalisme, qui était le système dominant vers le capitalisme. Et à peine ce capitalisme est-il apparu qu'il s'est lancé dans une activité mondiale qu'aucun système précédent n'avait pu accomplir, la création d'une économie mondiale. L'une des grandes contributions de Karl Marx a été de dire dans Le Capital ce que je viens de dire, de nous enseigner que la fonction historique du capitalisme est de créer une économie mondiale, un véritable système d'échanges mondiaux, de rassembler toutes les différentes parties du monde, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine et ainsi de suite, en une totalité économique et donc politique et culturelle. Nous avons aujourd'hui cette totalité. L'Europe y est parvenue. En chemin, elle a commis des atrocités, le viol colonial d'une grande partie du monde, atroce. Deux des pires guerres mondiales que nous ayons jamais connues en termes de destruction. Mais elle a aussi accompli de nombreuses avancées, technologiques, intellectuelles et bien d'autres. Je suis un étudiant de Hegel, de Marx, d'Adam Smith et de tout cela. Et maintenant, c'est fini. C'est le message le plus important que je puisse faire passer. L'Europe a terminé ce rôle. L'Europe sera là. L'Europe fonctionnera. L'Europe peut faire de bonnes choses. Ce n'est pas la question. Mais être le centre du monde, c'est fini. Tout comme l'Europe fut autrefois simplement une autre partie d'un globe indifférencié et non unifié, elle fera désormais partie d'un globe unifié, mais pas d'un globe dont elle serait le centre.
Et c'est très difficile à accepter, comme cela le serait pour n'importe quelle population. Ils essaient constamment de ne pas voir ce qui se passe. La diabolisation de la Russie est un effort puéril pour ne pas voir ce que je viens de décrire, et pour penser que votre problème est la force extérieure malveillante qui vous menace. Ce n'est pas votre problème. Regardez les difficultés que la Russie rencontre pour contrôler ne serait-ce que cette petite portion, environ un quart de l'Ukraine. Et ils vont envahir quoi? La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. C'est absurde. Ils ne le pourraient pas. Ils ne le feraient pas. Ils ne sont pas aussi stupides. Ils ont montré très clairement qu'ils étaient conscients de ce genre de problème. Et les alliés, la Russie, la Chine et l'Inde, dont ils dépendent, ne prendraient aucune part à tout cela. C'est désespéré. C'est tellement désespéré que c'en est transparent. C'est pourquoi il faut aller chercher des gens des républiques baltes, avec leur histoire particulière, tantôt dans, tantôt hors de la Russie, pour crier contre la Russie, comme l'extrême droite là-bas le fait depuis un siècle. C'est une proposition ennuyeuse. Nous devrions passer à autre chose. C'est du pur bouc émissaire. La Russie est une alternative commode pour l'Europe, qui doit affronter la triste réalité d'être une partie en déclin et de moins en moins importante d'une vaste économie mondiale, dominée d'un côté par la puissance montante de la Chine et des BRICS, qui représentent désormais environ 35% de la production mondiale, contre les États-Unis et le G7, dont la part diminue et ne représente plus que 27 ou 28% de la production mondiale. Et la situation ne fait qu'empirer. L'écart s'est creusé chaque année depuis 2020, lorsque le PIB total du G7 était à peu près égal à celui des BRICS. Les conditions économiques en Europe sont très graves. J'ai lu ce matin que le dernier sondage en Allemagne donnait M. Merz à 23% d'approbation. Vous savez, il n'est arrivé au pouvoir qu'en mai, 6 mois, et c'est déjà fini. Et Starmer est dans la même situation, tout comme Macron. Savez-vous quel est le taux de croissance du PIB au Royaume-Uni en ce moment? The GDP growth rate right now is in Britain 0.1%. You know what that is? That's stagnation. And since their inflation 0,1%. Vous savez ce que c'est? C'est la stagnation. Et comme leur inflation frôle les 4% par an, on a de la stagflation. Une économie stagnante avec des prix en hausse et un budget tout juste annoncé qui va aggraver la situation. Ils sont pris à la gorge et sous pression. Et puis il y a cette guerre en Ukraine qu'ils imaginaient, à tort, facile à gagner, parce qu'il n'y avait que la Russie d'un côté et tout l'Occident de l'autre. Eh bien, c'est une leçon de mauvaise compréhension de la situation. Et vous savez, les choses ne font qu'empirer. Donc pour moi, toute cette histoire doit être vue dans ce contexte. Les États-Unis voient l'impasse que représente l'Ukraine pour eux. Ils ont un autre bouc émissaire. Le bouc émissaire aux États-Unis, c'est l'immigration, tout comme dans de nombreux pays européens. Mais ici, c'est le sujet numéro 1, et peut-être que le numéro 2, c'est la Chine. La Russie ne joue pas ce rôle. Les États-Unis sont loin d'être aussi avancés sur la voie du déclin que l'Europe ne l'est déjà. L'Europe décline depuis longtemps. Le dernier véritable empire qu'ont eu les Européens, c'était l'Empire britannique. Et il a pris fin après la Première Guerre mondiale, puis a été complètement démantelé après la Seconde, comme l'histoire nous l'enseigne. Les Européens sont donc plus loin sur cette route. Ils deviennent de plus en plus désespérés. Regardez la situation. Chaque grande percée technologique se fait soit dans la Silicon Valley aux États-Unis, soit en Chine. Nous le savons tous, nous le voyons tous. C'est de là que viennent les innovations. C'est là que l'investissement est solide. Allons, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir, ou aveuglé par le besoin de ne pas le voir. Pour moi, ces déclarations extravagantes comme « nous allons gagner en Ukraine »,
Les Russes avaient clairement montré qu'ils étaient très mécontents à mesure que l'OTAN avançait vers l'Est. On leur avait fait ces promesses, pas que ce soit si important, que cela n'arriverait pas. Bon, c'est arrivé. Ils n'auraient pas dû en être si surpris. Et cela a continué. Mais vous savez, reprendre la Pologne, reprendre l'Allemagne de l'Est, c'était des pays vraiment différents. Mais l'Ukraine était intégrée à la Russie d'une manière que les autres parties de l'Europe de l'Est ne l'étaient pas. Il n'est donc pas si surprenant qu'ils aient fini par tracer une ligne rouge et que ce soit sérieux. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Don't do this. The West did it. Under the influence. L'Occident l'a fait, sous l'influence de la même mentalité que l'on voit aujourd'hui. Nous allons le découper, nous allons dire aux Russes quel type d'armée ils vont avoir. C'est fini. Ce n'est plus à votre portée, tout simplement. Et oui, dans votre désespoir frénétique, l'Europe me fait penser à une personne en train de se noyer. J'ai autrefois suivi une formation de sauveteur, vous savez, de ces personnes qui se tiennent sur la plage et aident ceux qui ont du mal à nager. L'une des premières leçons qu'on nous enseignait, c'était que si quelqu'un lutte dans l'eau, il faut l'aborder d'une manière très particulière, par l'arrière, car lorsqu'il crie et se débat en coulant, il risque de vous entraîner avec lui, surtout s'il est de grande taille. Il faut donc apprendre la technique. So you have to learn the technique. Europe is a flailing decline. L'Europe est en déclin et elle veut entraîner le monde dans sa chute. C'est pour cela qu'ils peuvent parler comme tu viens de nous le montrer, provoquer, provoquer. Tout leur jeu est ce qui cause toute cette tension. Ils veulent entraîner les États-Unis dans ce qu'ils essayent de faire, à savoir inverser le déclin de l'Europe. C'est pourquoi quand ils commettent une erreur, quand ils n'écoutent pas et que le micro est encore ouvert, tu l'entends. Ils veulent morceler la Russie en petits pays pour pouvoir au final quoi? Contrer ce qui se passe dans le monde. Réfléchis à leurs fantasmes. Les rêves utopiques des gens en disent long sur eux. S'ils pouvaient absorber la Russie et la séparer de la Chine, alors tu aurais les États-Unis d'un côté, une Chine réduite sans la Russie de l'autre, et une Europe élargie ayant désormais absorbé la Russie. Cela leur apporterait un appareil d'armes nucléaires, une vaste géographie, tout le pétrole et le gaz et une énergie bon marché. On peut imaginer l'excitation. Le problème, c'est que c'est pas dans les cartes. Ils ne peuvent pas faire cela. Les Russes voient déjà tout cela. Les Chinois le voient aussi. Et les Américains, qui ne peuvent rien y faire non plus. Vous savez, dans tous ces mouvements, l'Europe est trop divisée. L'Europe est trop bas dans l'échelle pour pouvoir y changer grand-chose, alors elle devient hystérique. Ce que vous voyez, c'est l'effort hystérique. M. Trump essaye de manière maladroite de se désengager de tout cela. Tenez, l'Europe, à vous de jouer. Les Européens veulent contrôler ce qui se passe, mais non, ils n'en ont pas le pouvoir. Ils savent vraiment qu'ils n'en ont pas le pouvoir. Donc, soit ils font entrer les États-Unis dans le jeu, soit ils perdent. C'est de cela qu'il s'agit. Ils se moquent complètement de l'Ukraine. Ce n'est qu'un prétexte. L'enjeu, c'est de garder les États-Unis à leur côté, car sans eux, vous n'êtes rien du tout. Et ce rien du tout vous saute au visage d'une manière qu'aucune administration américaine avant Trump n'avait osé exprimer ouvertement. En privé, ici aux États-Unis, je peux vous assurer, d'après ma propre expérience, que les principaux penseurs politiques et décideurs discutent depuis longtemps d'un désengagement de l'Europe. Ils sont parfaitement conscients que l'équilibre entre les avantages et les pertes a changé. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il fallait des alliés contre le communisme et l'Union soviétique. C'était cela l'enjeu, et vous les avez eus. Et vous avez conclu un accord avec l'Europe. Nous vous offrirons une protection militaire et nous vous accorderons une relation privilégiée avec nous. Mais en échange,
Vous devez être des alliés loyaux sur le plan politique et vous devez nous céder vos empires. Et c'est ce qui a été fait. Les Britanniques, les Français, tous ces empires ont été démantelés après la Seconde Guerre mondiale et les États-Unis sont intervenus pour les remplacer. C'est très important, mes amis. Et qu'est-il resté à l'Europe? Plus d'empires. La moitié de la richesse qui affluait vers l'Europe provenait de ces empires, et cela leur a été retiré. Ils ont été réduits au rôle d'alliés des États-Unis. En échange, ils ont reçu toutes sortes d'avantages et de privilèges. C'était un bon accord pour eux. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas tiré profit. Ils en ont tiré profit. Ils ont obtenu le plan Marshall. Ils ont été aidés à se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. Tout cela est vrai. Mais les États-Unis n'ont pas besoin d'un grand tampon contre l'Union soviétique, car l'Union soviétique n'existe plus. S'ils doivent se battre, ce sera avec la Chine, pas avec la Russie. Ils le savent. Et ils ne veulent pas porter l'Europe alors qu'elle décline. Ce n'est pas attrayant. L'Europe n'a plus rien qu'ils désirent. Elle n'a plus le panache, elle n'a plus la grande richesse, elle n'a plus la mode. Tout simplement non. Et donc ce n'est pas un allié attractif. Ensuite, quand on considère toutes ces querelles internes, personne n'en veut. Ce n'est pas intéressant. Ils n'ont pas de véritables ressources, ils sont importateurs nets d'énergie. Ils sont importateurs nets de nourriture et de tout le reste. Donc c'est acceptable, mais ça n'a plus la grandeur d'autrefois. Et je reviens donc à mon premier point. Vous assistez au déclin de l'Europe. C'est bien de cela qu'il s'agit. Et bien sûr, M. Trump arrive avec son plan en 28 points. Ici, aux États-Unis, une grande partie de notre mentalité reste bloquée dans la guerre froide. C'est similaire, mais un peu différent. Ils ne sont pas liés à la longue trajectoire de déclin de la civilisation européenne. Non, c'est une classe politique qui a été instinctivement formée pendant 70 ans à considérer tout ce qui vient de l'Union soviétique ou de la Russie comme mauvais, 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 mauvais. C'est ainsi qu'ils ont écrasé la gauche. Et ils sont aujourd'hui très contrariés de voir la gauche revenir aux États-Unis. C'est là toute l'importance de l'élection de Zoran Mamdani à New York, de Bernie Sanders, d'Ocasio-Cortez, de tout ce mouvement. Et il grandit littéralement chaque jour aux États-Unis. Je suis assis ici, je peux vous le dire, c'est partout autour de moi. Jamais de mon vivant je n'ai vu cela, ce qui signifie que jamais, de leur vivant, les dirigeants politiques des États-Unis n'ont eu à faire face à autre chose qu'aux républicains et aux démocrates. Tout le reste n'existait pas ou était minuscule. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Et le monde change. Ces responsables politiques s'accrochent à l'univers politique dans lequel ils ont grandi. Nous n'avons pas, aux États-Unis, de politiciens qui soient aussi des penseurs. C'est très rare. Vous savez, l'Europe en avait beaucoup plus autrefois. Maintenant, l'Europe ressemble davantage aux États-Unis. Mais nous n'avons pas dans l'ensemble de gens qui réfléchissent. Vous ne les trouverez donc pas parmi eux. Vous les trouverez dans les think tanks, les personnes dont le travail consiste à essayer de réfléchir à tout cela. Ils voient beaucoup de ces choses, mais ils n'ont pas encore le pouvoir. Quelques-uns en ont, mais la plupart non. Donc, ce qu'il reste, ce sont les résidus. Et les anciens guerriers de la guerre froide, parfois appelés néoconservateurs, c'est la même chose, sabotent. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. M. Trump fait ce que le courant dominant veut faire. Et puis il y a les saboteurs. Et l'un d'eux a divulgué la conversation entre Witkoff et Lavrov, ou peu importe. Kirill Dmitriev. Ça n'a pas d'importance. D'une manière ou d'une autre, ces choses se règlent par la confrontation. Maintenant, ils vont essayer de trouver qui a fait ça, si c'est bien celui qu'ils soupçonnent. Le militaire qui conseille Trump, ils vont le renvoyer. Il y en aura un autre. C'est un processus continu et tout le monde le sait. Alors M. Trump fixe une date limite.
Je crois que sa date limite pour le plan en 28 points était aujourd'hui, le 27. Cela viendra et repartira comme tant d'autres parce que c'est un processus en cours. Et de plus, toutes les personnes impliquées comprennent la dimension du temps. Laissez-moi m'arrêter, je sais que je parle trop, mais laissez-moi m'arrêter sur la notion de temps, car cela aidera ceux qui essayent de comprendre. Le temps n'est pas le même pour tous les acteurs ici. Time is not the same for all the players here. This is not a game in which there's one unit of time. Ce n'est pas un jeu où tout le monde doit suivre une seule unité de temps. Commençons donc par les Chinois. Pour eux, tout est désormais détendu. Pourquoi? Parce que le temps joue en leur faveur. Depuis 30 ans, chaque année, la Chine est devenue un acteur plus grand, plus riche et plus puissant dans l'économie mondiale. Chaque année. Et chaque année, l'Europe décline par rapport à la Chine et les États-Unis reculent par rapport à la Chine. Quand vous entendez un Américain parler de l'agressivité de la Chine, c'est simplement leur besoin de présenter les choses ainsi. Mais cela n'a rien à voir avec la réalité. Les Chinois n'ont pas besoin d'être agressifs. Les États-Unis possèdent 700 bases à travers le monde. C'est ainsi qu'ils ont remplacé tous ces empires après la Seconde Guerre mondiale, en se faisant l'empire unipolaire universel. Les Chinois se développent simplement, et cela menace cet empire, bien sûr. Mais les Chinois n'ont qu'une seule base militaire. Les Américains en ont 700. Qui est agressif? Franchement, c'est puéril. Une fois qu'on s'en rend compte, on voit que les Européens ont une conception du temps complètement différente. Ils sont pressés. On a même cette femme, Kallas, qui parle, avec un air de satisfaction, de contrôler l'armée russe. C'est parce que vous perdez la guerre, ma chère. Vous ne gagnez pas, vous perdez. Vous perdez lamentablement. Et votre défaite n'a pas de fin. Vous perdiez déjà avant d'avoir ce poste, vous avez perdu tout au long de votre mandat et vous continuerez à perdre. Et c'est très douloureux pour vous, ce que je comprends. Mais le temps est son ennemi. Elle est pressée. But time is her enemy. She's in a rush. She doesn't want Mr. Trump to have more time. Elle ne veut pas que M. Trump ait plus de temps pour élaborer une nouvelle politique. Vous voulez savoir quelle est la peur profonde qui hante les Européens? C'est celle-ci. Que l'alliance entre la Chine et la Russie devienne encore plus solide qu'elle ne l'est déjà. Et que le désespoir des États-Unis face à ce que signifie une alliance sino-russe s'intensifie. Et permettez-moi d'être clair afin que tout le monde comprenne. La compétition avec la Chine réunit les pires puissances manufacturières du monde et leur tombe de 80 pays pour l'instant, soit 1,4 milliard d'habitants. One of the two largest countries by population, 1.4 billion people. Russia, which is the largest country by geography by far. La Russie est de loin le plus grand pays du monde par sa géographie, avec l'un des appareils militaires les plus développés au monde. Vous voulez vraiment construire votre avenir en les affrontant? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Et les Européens, s'ils ont un minimum de bon sens, peuvent voir comment les Américains observent cette situation. Et alors, que pourrait-il se passer? Que pourrait-il arriver si vous avez une grande puissance, une puissance presque aussi grande, et une troisième en déclin? Les deux règlent leurs différends aux dépens de la plus petite. Cela arrive tout le temps dans l'histoire humaine. Je ne dis pas que cela se passera ainsi, mais si vous cherchez une raison de vous inquiéter, ce serait celle-là. But if you want something to be worried about, that would be it. And one of the ways you could have Et l'un des moyens par lesquels un conflit pourrait éclater entre la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre, la puissance montante et la puissance déclinante, est déjà esquissé par la guerre en Ukraine elle-même, car il s'agit d'une guerre par procuration entre ces deux puissances, au détriment du peuple ukrainien. Regardez ce qui leur est arrivé à eux et à leur pays. Et ce qui leur est arrivé à eux et à leur pays pourrait arriver à toute l'Europe. C'est là le germe de compréhension qui se cache derrière la recherche de boucs émissaires. Ce n'est pas que la Russie représente aujourd'hui une telle menace, ce n'est pas le cas,
ni qu'elle le fera dans un avenir prévisible. Mais au fond de votre esprit, alors que vous affrontez, à demi consciemment, la montée de la Chine, la juxtaposition avec les États-Unis, vous réalisez qu'il ne reste pas grand-chose pour l'Europe. Il va donc falloir élaborer un plan. Ils n'en ont aucun. Une stratégie? Je n'en vois pas. Une stratégie qui impliquerait de redéfinir les relations avec les États-Unis d'un côté, mais aussi avec la Russie et la Chine de l'autre. Ils ont encore suffisamment de richesses en Europe. Ils en ont encore assez après 500 ans. Ils ont des choses à offrir. Ils sont riches. Il y a environ 300 millions de personnes qui sont aisées, comme aux États-Unis, où il y a à peu près 300 millions de personnes relativement aisées. C'est beaucoup. C'est une base sur laquelle travailler. Mais il va falloir se débarrasser de tous ces dirigeants. Je ne parle pas, vous savez, de leur vie. Ce n'est pas une attaque personnelle contre eux. Mais il faut les écarter de leurs fonctions politiques, et faire venir une nouvelle génération de personnes qui comprennent ce que j'essaie de dire et qui souhaitent s'asseoir avec les dirigeants de la Chine et de la Russie, les dirigeants des États-Unis et de leurs alliés, afin d'élaborer ce que M. Poutine, à son crédit, appelle une nouvelle structure pacifique de sécurité pour tous en Europe. Il a raison. Le blâmer et lui crier dessus pour les mauvaises choses qu'il a faites ne change rien à cela. Sur ce point, c'est la seule voie possible. Sinon, on se retrouve avec une guerre sans fin, des conflits et un gaspillage de ressources dans une course aux armements interminable. Cela me paraît évident. Richard, tu as mentionné la victoire de Zoran Mamdani à New York. Est-ce que cela signifie politiquement aux États-Unis? Mais quand on regarde la rencontre entre Donald Trump et Zoran Mamdani, on ressent quelque chose de différent, car ces deux-là s'attaquaient mutuellement avant l'élection. Et maintenant, juste après, on voit Donald Trump assis à côté de Zoran Mamdani. Même lorsque le journaliste a demandé à Zoran Mamdani s'il pensait que Donald Trump était un fasciste, il a répondu oui, sans hésiter. Cela montre, d'une certaine manière, à quel point les gens veulent faire partie du camp des vainqueurs. C'est exact, c'était la mise en scène dans le bureau ovale. Je pense, Richard, que c'est le point crucial pour l'Europe. Si elle suit cette direction, elle se retrouvera du côté des perdants. Et c'est là que les États-Unis les laisseraient, avec toutes les difficultés qu'ils vont devoir affronter dans un avenir proche. Voyez-vous le moindre signe qu'ils comprennent la réalité des êtres humains, qu'ils comprennent que ce soutien des États-Unis, l'Amérique présente en Europe, soutenant ou coopérant avec l'Europe, pourrait prendre fin à cause de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. L'Allemagne est l'une des plus grandes économies d'Europe, alimentée par l'énergie russe bon marché. Ils ont coupé cette source et ils ont endommagé l'économie allemande. Ils l'ont pratiquement détruite et ils continuent sur la même voie. Je ne sais pas, si l'Allemagne s'effondre, en quoi cela va-t-il aider l'Europe à long terme? C'est noté? D'accord, laissez-moi répondre à chacun des points que vous avez soulevés. Vous avez tout à fait raison. Le but et l'objectif de la rencontre entre Zoran Mamdani et Donald Trump était de mettre en scène un moment typiquement américain. C'est comme si l'enjeu ici était une course entre 3 ou 4 personnes qui voulaient chacune devenir maire de New York. Et M. Trump veut être un gagnant. Il se considère comme un gagnant. Il parle de lui comme d'un gagnant. Il insiste sur le fait qu'il a gagné, même lorsque ce n'est manifestement pas le cas. Dans ce cas précis, il a soutenu M. Cuomo, qui a été complètement battu par Mamdani. Il se retrouve donc du côté du perdant, et il a besoin d'effacer cette image. Il doit remplacer son soutien à Cuomo
une grosse erreur, par une proximité avec le vainqueur. Il doit être identifié au vainqueur. Je travaille avec le vainqueur. Je suis un vainqueur. Il est un vainqueur. Nous sommes tous des vainqueurs. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il n'a jamais pris le mot socialisme au sérieux. Pareil pour fascisme. D'ailleurs, si vous écoutez Trump, il utilise socialiste, communiste et fasciste comme des synonymes. Ils ne sont pas différenciés. Ce sont juste des gens mauvais, maléfiques. C'est tout pour lui. Il ne sait pas ce qui intéresse Mamdani. Il ne sait pas ce que Mamdani entend par socialisme. Il n'a pas conscience des différentes formes de socialisme. Rien de tout cela. Donc, comme vous l'avez compris, il s'agit simplement d'être du côté du vainqueur. Nous sommes des gagnants. Nous nous comprenons. Nous nous aidons. Nous sommes les gagnants dans ce monde. Et c'est ainsi qu'il transforme la défaite à l'élection de New York en atout. Et tu sais, c'est intelligent. Que va-t-il faire? Crier sur le type? Ça ne servirait à rien, n'est-ce pas? S'ils veulent saper, ce qu'il fera peut-être, tout cela se fera discrètement, de 100 manières différentes. Et puis quand le moment sera venu, ce sera rendu public. Mais c'est ainsi que les choses vont se passer. Et Zoran Mamdani le sait sûrement. Et s'il ne le sait pas, il l'apprendra bien assez tôt. Ce qui attend M. Mamdani, c'est une pièce de théâtre tout à fait différente. Mamdani comprend qu'il est désormais le nouveau socialiste numéro 1 de la politique américaine. En remportant la victoire à New York et en étant jeune, il est bien plus important que Bernie Sanders ne peut l'être. Un vieux sénateur d'un tout petit État, le Vermont, qui n'est pas comme le reste des États-Unis, très différent, d'accord? Et comme il s'agit de New York, c'est un poste plus important d'être maire que d'être membre du Congrès, comme Ocasio-Cortez. Et elle aussi est importante, mais d'une autre manière. Il est désormais la grande réalité. Ce qu'il doit faire maintenant, c'est apprendre à évoluer et à fonctionner en tant que socialiste dans un environnement hostile. Déterminer quel type de socialisme il peut promouvoir et construire. Que veut dire ce mot? C'est pas un communiste, ni rien de ce genre. Même son socialisme est très modéré. Il l'a toujours été. Les socialistes démocrates, qui est le nom du groupe ici, sont de loin la plus grande organisation socialiste du pays aujourd'hui. Mais l'une des raisons, c'est justement leur modération. C'est comme si tu disais, si tu veux introduire le socialisme, c'est la forme la plus acceptable que tu puisses souhaiter. Il va imposer une taxe de 2% sur les ultra-riches. D'accord, cela les laisse ultra-riches et cela ne lui donne pas les moyens de transformer le pays ou la ville ou quoi que ce soit de ce genre. Mais il peut faire de bonnes choses et il peut être prudent et il est doué pour ça. Montrer à la communauté, regardez ce que nous faisons ici. Et parce que les autres, les républicains et les démocrates normaux, ont été si mauvais dans leur manière de gouverner, si corrompus et inefficaces, il n'a pas besoin de faire des merveilles pour faire mieux. Je vais vous donner un exemple qui est le meilleur scénario qu'il puisse espérer. Pendant de très nombreuses années après la Seconde Guerre mondiale, la ville industrielle du nord de l'Italie, appelée Bologne, une ville importante, pas aussi grande sur le plan industriel que Milan, mais presque, se trouve dans cette partie nord de l'Italie qui est développée industriellement. Bologne a toujours été une ville rouge. Le Parti communiste italien dirigeait cette région. Ils étaient toujours à la mairie. Ils contrôlaient la ville. Et l'une des choses auxquelles ils faisaient très attention était d'éviter la corruption. Partout ailleurs en Italie, la corruption régnait, car compte tenu de la manière dont le pays avait été organisé après la Seconde Guerre mondiale, le véritable pouvoir se trouvait dans le Parti communiste et dans la résistance à Mussolini et aux nazis. Mais l'Occident, les États-Unis, n'a pas permis à ces gens de gouverner et a plutôt confié le gouvernement
à ceux qu'ils pouvaient acheter pour le faire. Ainsi, la corruption commence dès le départ et ne s'arrête jamais. Avoir un gouvernement intègre à Bologne fut donc un tel exploit que les habitants de Bologne, dont beaucoup étaient anticommunistes en raison de l'idéologie de la guerre froide, votaient toujours pour les communistes malgré tout. Et si on leur demandait pourquoi, pas de corruption. D'accord? Il peut faire ça. Monsieur Mamdani, je ne sais pas s'il le fera, mais il en est capable. Et s'il le fait, ce serait une manière très intelligente de construire le socialisme. Il y a des socialistes partout aux États-Unis. Ils ont toujours été là. Je veux rappeler à votre public, s'il ne le sait pas, qu'avant la Seconde Guerre mondiale, avant la guerre froide qui a commencé en 1945, les socialistes et les communistes étaient présents partout aux États-Unis. Nous avons eu des centaines de maires de villes américaines qui étaient socialistes. Monsieur Mamdani n'est pas le premier, loin de là. Nous avons eu des assemblées législatives d'État remplies d'élus socialistes, et même quelques communistes. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient alliés à l'Union soviétique. C'est seulement après cela, le revirement soudain juste après la Seconde Guerre mondiale, que les États-Unis se sont retournés contre leur allié, l'Union soviétique, et ont compris qu'ils avaient deux problèmes. Premièrement, la croissance du communisme soutenue par l'Union soviétique à l'échelle mondiale, et deuxièmement, la puissance des communistes et des socialistes qui étaient devenus beaucoup plus forts pendant la Grande Dépression des années 1930. Alors, comment faire face à ces deux menaces pour le capitalisme américain? Ils ont mené une guerre, une croisade anticommuniste, qui leur a permis de détruire les socialistes et les communistes à l'intérieur du pays, ce qu'ils ont fait, et de justifier le remplacement des empires européens à travers le monde en affirmant « Nous apportons la démocratie et la liberté à la place de l'ancienne horreur coloniale ». Cette idéologie, encore aujourd'hui, continue d'influencer les gens, car elle constituait une couverture idéologique parfaite pour ce que les États-Unis estimaient devoir faire. Et elle a réussi. Vous avez détruit le socialisme. Ce que vous voyez avec Mamdani, c'est simplement son retour. Tous ces gens sont toujours là. Même s'ils sont morts, ils ont transmis ces idées à leurs enfants. Ainsi, les socialistes partout en Amérique, vous savez, ils me trouvent et je leur parle. Cela fait partie de mon travail. Et ils sont partout, se demandant « Oh, si M. Mamdani a pu faire ce qu'il a fait à New York ». Et ils ne sont pas musulmans. Pour eux, c'est simplement le socialisme. Mais on peut être protestant, catholique ou juif sans le fardeau supplémentaire d'être musulman. Si un musulman peut le faire dans une ville qui compte plus de juifs que n'importe quelle autre ville des États-Unis, eh bien cela montre que le socialisme devient acceptable. Bernie l'a montré, Ocasio-Cortez le montre, et maintenant lui aussi le montre. Vous allez en voir de plus en plus. Vous avez peut-être même remarqué, je ne sais pas si tu as vu ça, Nima, il y a eu un moment où M. Trump dénonçait Mamdani, quand il a dit « c'est un socialiste ». Puis Trump s'est corrigé. Il a dit « non, 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 pas un socialiste, c'est un communiste ». C'est la reconnaissance de la part de M. Trump, le président, que traiter quelqu'un de socialiste n'a plus l'effet que cela avait autrefois. Le monde change, et même lui commence à le comprendre. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et dans tout cela, les Européens, tu sais, je termine aujourd'hui là où j'ai commencé. C'est très triste. Mais vous n'allez pas affronter votre problème, votre déclin, votre perte de la position que vous occupiez dans le monde depuis 500 ans. Et souvenez-vous, vous n'avez pas perdu cette position à cause de ce que les autres vous ont fait. Vous l'avez perdue parce que la manière dont vous avez exercé cette position s'est elle-même sapée.
Souvenez-vous de l'un de vos plus grands penseurs, Hegel. Tout est intérieurement contradictoire. Vous êtes devenu riche et puissant grâce à votre empire colonial, mais vous avez aussi construit vos propres fossoyeurs. Vous avez bâti les institutions qui aujourd'hui vous remplacent. C'est ainsi que va la vie. On grandit, on a des enfants, puis on disparaît, et les enfants prennent la relève. C'est douloureux, mais c'est la réalité. Et l'Europe en est témoin aujourd'hui. Ma seule requête, et je le pense vraiment, je crois vous l'avoir dit, mon père était français, ma mère allemande. Je parle français et allemand. Je suis né aux États-Unis et j'y ai vécu et travaillé toute ma vie. Mais une moitié de moi reste européenne. Je ne veux pas que l'Europe disparaisse. Je ne veux pas que l'Europe décline. Mais avec le genre de dirigeants qu'elle a aujourd'hui, qui veulent aller à la guerre en diabolisant Poutine parce qu'ils n'ont pas de Staline, ils transforment M. Poutine en un tel personnage. Cela ne résout rien. C'est l'acte désespéré de quelqu'un qui se noie. Il vaudrait bien mieux avoir des dirigeants prêts à s'asseoir et à trouver un terrain d'entente. Je dois vous dire qu'à cet égard, M. Trump, avec tous ses horribles défauts, les devance. Et cela doit aussi les déranger, d'une certaine manière. Oui, exactement. Merci beaucoup, Richard, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Oui, très intéressant. Et merci pour votre émission et pour faire en sorte que des gens du monde entier puissent entendre quelque chose d'un peu différent de ce qu'ils lisent dans le journal chaque matin. Grand plaisir. Au revoir. Bye. See you.